Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence donnée par le professeur Kaveh Salamatian intitulée La 5G en jeu géo cyberstratégique, le cas de Huawei aux États-Unis. Avant de débuter, j'aimerais remercier le CETAS et le CERIUM, particulièrement Adrien Savol, coordonnateur des activités scientifiques au CETAS, qui a organisé cette conférence. J'aimerais évidemment remercier également le professeur Salamatian pour avoir accepté cette invitation-là. Bienvenue, professeur Kaveh Salamatian. Peut-être d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être souligner quelques éléments de votre parcours qui est quand même assez impressionnant. Donc, le professeur Salamatian est actuellement professeur des... excusez-moi, j'avais mes notes et elles ont disparu avec le... Ah, excusez-moi, c'est moi qui ai... les enjeux techniques, pas de souci. Donc, oui, vous êtes professeur des universités, en poste à l'Université de Savoie depuis septembre 2009. Vous avez été professeur à l'Université de Lancaster en Grande-Bretagne et maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie. Depuis 2011, vous êtes titulaire d'une chaire de professeur invité à l'Académie des sciences de Chine. Dans ce cadre, vous développez une coopération de recherche forte avec la Chine sur l'Internet du futur et vous disposez d'un accès de première main aux principaux acteurs de l'Internet chinois. Vous êtes membre du Steering Committee de la principale conférence sur les communications en Inde, le ComsWare. Vos principaux domaines d'expertise sont la mesure de l'Internet ainsi que la théorie de l'information dans les réseaux. Et vous êtes auteur de ni plus ni moins 150 articles scientifiques et vous êtes fréquemment cité dans les médias et dans la presse ou les publications scientifiques. Donc, je vous cède la parole. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette introduction, professeur Gagnère. Je vous remercie pour l'invitation et pour m'avoir donné l'occasion d'avoir cette présentation à distance à Montréal, qui est une ville que j'aime beaucoup visiter chaque fois que j'en ai l'occasion. Ce coup-ci, ce sera à distance, mais merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vous décris un petit peu mon parcours de façon plus précise, puisque ça a une importance sur la position et la posture que j'aurai durant ma présentation. Je suis un informaticien pur jus, en ce sens que j'ai fait la plupart de ma carrière dans le développement d'outils, de technologies, de mécanismes techniques et d'approche scientifique pour l'analyse des réseaux, pour le routage, pour la cybersécurité au sens technique du terme. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que les problématiques qu'on traitait n'avaient pas seulement une dimension technique, mais commençaient à avoir une dimension stratégique. Et donc, je me suis de plus en plus engagé sur les problématiques relatives à la géopolitique des technologies, en particulier sur la géopolitique de l'Internet. Et cette présentation va dans ce cadre, puisque je vais traiter d'un sujet chaud actuellement en Europe en particulier, mais partout dans le monde, qui est la problématique de la 5G et une analyse un peu plus approfondie de la controverse Huawei, États-Unis et des dimensions stratégiques de cette problématique technologique. Donc, un élément que je voulais dire, je sais la sensibilité de mes amis québécois, en particulier à la langue française. Comme vous le voyez, je parle français, mais mes slides sont en anglais, puisque c'est des slides que j'utilise pour une audience plutôt anglophone. Vous m'en excuserez, mais je pense que l'anglais ne posera pas de problème. Donc, nous allons parler de la 5G, qui est une évolution technologique qui est la suite d'une évolution qui a commencé dans les années 70 avec la téléphonie analogique et les téléphones sans fil analogiques.
et qui s'est traduit depuis le début avec une augmentation très forte des débits accessibles et de la possibilité que nous avons aujourd'hui d'avoir de la connectivité partout de façon plus ou moins transparente en mobilité. Alors, les scénarios que définit la 5G sont extrêmement vastes et variés, puisque, comme je le redirai un peu plus tard, la 5G, à la différence des technologies précédentes, qui étaient principalement des technologies d'opérateurs et donc étaient conçues initialement pour répondre à des besoins des opérateurs et derrière fournir un service au-dessus de cette architecture. L'architecture des services est complètement orientée, construite dès la conception sur des scénarios de service et elle est conçue sur l'usage comme élément, je dirais, comme fil directeur de la totalité de la conception du système. Ce changement de point de vue a des incidences qu'on reverra un petit peu plus tard. Donc, les scénarios que définit la 5G, c'est ce qu'on peut appeler la connectivité haut débit mobile, avec des débits visés de quelques gigabits par seconde en mobilité. Mais aussi le support pour de l'IoT massif jusqu'à une densité de 1 million de machines au kilomètre carré. Et aussi un très haut niveau de fiabilité et un niveau de résilience pour que la 5G puisse être utilisée comme support de base pour toute une série de missions critiques. En particulier, un des exemples dont on parle aujourd'hui pour la 5G, c'est l'utilisation de la 5G comme système de contrôle-commande pour des tramways urbains ou des trains urbains. Et dernier scénario important, c'est l'utilisation de la 5G comme moyen de réduction de la fracture numérique et donc d'accessibilité à haut débit de façon résidentielle. Donc, la 5G est une thématique qui a un écho très fort actuellement, et en particulier le marché que vise la 5G est phénoménal et assez important. Je diviserai ce marché en deux marchés, un marché qui est le marché direct de la 5G en termes d'équipement, mais aussi en termes d'enchères de fréquences et aussi en termes de vente de téléphones portables, puisqu'aujourd'hui, en termes d'équipement, on vise à l'horizon 2027 un marché de 50,6 milliards de dollars avec une croissance annuelle de 76%. Mais le marché 5G rapportera aussi aux États une manne financière dont ils ont besoin de façon très très importante ces jours-ci, ces temps-ci, vu la situation d'ailleurs du Covid et les déficits budgétaires qui en sont résultants. Et donc, on vise pour les enchères des fréquences quelque chose qui sera au moins supérieur à ce qu'on a obtenu sur la 4G en France. La 4G, les enchères de la 4G a généré autour de 6,3 milliards d'euros pour le gouvernement français. Les premières enchères pour la 5G, en l'espace de 2 jours, ont rapporté 3 milliards d'euros au gouvernement. Sur le marché de la téléphonie mobile et du téléphone mobile, on estime que ce marché sur les États-Unis seul sera de 77 milliards de dollars. Donc, vous voyez que le marché de la 5G de façon directe est un énorme marché économique, mais ce n'est pas seulement ce marché-là qu'il faut prendre en compte, puisque la 5G va avoir un impact sur la totalité de l'économie et tout un pan
de l'économie du numérique va se baser sur la 5G et va nécessiter donc l'utilisation de la 5G. Et on estime le marché indirect en France à l'horizon 2025 à 85 milliards d'euros et 400 000 emplois autour de la 5G. Donc, bien sûr, cette importance économique rend la problématique importante et les enjeux qu'il y a derrière sont extrêmement importants. Alors, pour bien comprendre les enjeux du marché direct de la 5G, il faut bien se rendre compte que les équipements de la 5G, que ce soit les téléphones portables ou les équipements de réseau, sont des équipements qui génèrent une valeur ajoutée et un chiffre d'affaires extrêmement important. Et ce chiffre d'affaires, on va pouvoir évaluer le retour sur ce chiffre d'affaires par rapport au pourcentage des brevets qui ont été déposés par différents acteurs. Et je vais vous montrer dans la suite l'évolution de l'évolution des brevets tels qu'ils ont été mis en place sur la 2G, 3G, 4G et 5G. Sur la 2G, le principal acteur de brevet sur donc le GSM était Nokia et Ericsson, donc des acteurs européens avaient le lead sur cette technologie et les acteurs des autres pays, en particulier les acteurs asiatiques, n'avaient qu'une part très marginale. Sur la 3G, on a vu apparaître des acteurs américains, en particulier Qualcomm et IDT, qui était une émanation de Qualcomm, avait la part principale du marché de la 3G. Et sur une des caractéristiques aussi de Qualcomm, c'était que les brevets de Qualcomm, même si ce n'était que 15% du marché, puisqu'ils avaient les brevets sur la technologie de base, c'était les brevets qui rapportaient le plus d'argent. Et sur la technologie 3G, on estime autour de 30% de la totalité de l'investissement d'équipement effectué sur la 3G est revenu à Qualcomm. Donc un marché énorme. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la bataille pour obtenir les brevets de la 3G et s'assurer que la technologie de la 3G utilisera les brevets de Qualcomm a été une bataille extrêmement sanglante puisqu'elle a écarté les acteurs européens et ça s'est fait avec l'intervention directe du gouvernement américain sur un certain nombre d'éléments. Alors, la 4G, qui était la technologie suivante, on voit de façon très forte l'augmentation de cette part de marché de Qualcomm et les brevets restent majoritairement américains, mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui commence à apparaître à partir de la 4G, c'est un phénomène de ce que j'appelle d'hominisation, c'est-à-dire les principaux composants de la 4G deviennent des composants de connexion, c'est-à-dire des cartes ou des composants à l'intérieur de processeurs qui gèrent la totalité d'un environnement de connexion, tandis que sur la 3G, vous aviez un marché qui était morcelé en parties et en composants beaucoup plus fins. Sur la 4G, on voit des composants plus importants apparaître et le diagramme des brevets s'éclaircit un petit peu. Et si vous regardez aujourd'hui l'état des lieux sur la 5G, vous voyez que les acteurs traditionnels de la 4G, en particulier Qualcomm, a tendance à disparaître ou a tendance à se montrer sous un autre nom, et c'est Huawei et Cisco qui sont les principaux propriétaires. Donc, la 5G, c'est aussi un transfert très, très important de la capacité de gérer les brevets et donc du pouvoir qu'ont les acteurs industriels sur le marché.
Alors, sur juste la partie qui est la composante de télécommunication, en 2009, la composante de télécommunication, c'est-à-dire ce qu'on appelle le baseband, a rapporté 11,4 milliards de dollars aux différents acteurs qui avaient des brevets. Et sur 2016, ce même marché a rapporté 22 milliards de dollars. Et on voit que le marché juste des composants de télécommunications est un marché très, très important. Mais cette situation et l'argent qu'il y avait dans ces marchés a abouti aussi à toute une série de guerres de brevets. Et à peu près aujourd'hui, tous les acteurs du numérique sont en conflit au tribunal, je dirais, sur des conflits de brevets avec d'autres acteurs du numérique, avec un certain nombre d'acteurs du numérique qui ont eu une approche extrêmement agressive de gestion de leurs brevets, qui fait que sur les nouvelles générations, les différents acteurs ne veulent surtout pas entendre parler de l'utilisation de leur technologie à cause de la politique agressive qu'ils ont eue de gestion des brevets. Mais l'élément qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tous les acteurs sont en conflit de brevets et en conflit de propriété intellectuelle les uns avec les autres, et tous se tiennent un petit peu, si je suis le fameux jeu, le fameux jeu de je te tiens par la barbichette, ils se tiennent tous de cette façon, et c'est une des caractéristiques du marché des télécoms. Mais qu'est-ce qui rend la 5G d'un point de vue technologique différent? On pourrait se dire, bon, la technologie 3G est une technologie qui existe depuis très longtemps. On commence à très bien la maîtriser. La technologie 4G, elle est aussi très bien maîtrisée. On n'a pas entendu parler beaucoup de controverses autour du fait que la technologie 4G, par exemple, était principalement une technologie américaine, ou que le principal portfolio de brevets sur la 4G a été vendu d'une entreprise américaine qui a changé son siège social et qui est parti à Singapour. Ça n'a pas généré énormément de choses. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur la 5G? Et pour savoir qu'est-ce qu'il y a de spécifique, il va falloir qu'on commence à rentrer un petit peu dans les détails techniques, rentrer dans les entrailles de la bête 5G et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, comme je l'ai dit, la 5G, c'est une technologie qui est basée sur des besoins. Donc, on va définir un certain nombre de besoins, et ces besoins vont définir derrière des outils technologiques qui vont être déployés dans le système. Et en particulier, quels sont les éléments de technologie principales qu'on a? On a besoin d'avoir des débits de l'ordre de quelques gigabits par seconde en mobilité. Et pour avoir ces débits-là, il va falloir ouvrir de nouvelles bandes de fréquences. Et l'ouverture de nouvelles bandes de fréquences peut se faire de deux façons, ou sur les fréquences hautes, donc les fréquences autour du 18, 27, 30 GHz, qui permettent des débits très importants, mais des portées très faibles, ou sur des fréquences basses, autour du 700 MHz, en particulier en réutilisant une partie des fréquences qui étaient utilisées précédemment par la télévision analogique, qui, eux, ont des débits faibles, mais par contre ont des portées très, très longues. Donc, arriver à construire un réseau avec un débit très important nécessitera d'aller vers ce qu'on appelle des ondes millimétriques, et donc d'aller vers des bandes de fréquences de l'ordre de la trentaine de gigahertz. Permettre, augmenter la densité des utilisateurs nécessite aussi la possibilité de s'assurer que les différents utilisateurs n'auront pas d'interférence les unes avec les autres. Donc, on a besoin de technologies multi-antennes et de partage de l'espace en fréquence, donc qui nécessite ce qu'on appelle du massive MIMO.
Tout ceci nécessitera de nouveaux mécanismes de codage. Et si on veut atteindre une latence faible, ce qui permettrait d'utiliser le réseau 5G pour faire des applications critiques, on a besoin de reconstruire l'architecture globale du réseau, en particulier le concept de network slicing ou de virtualisation réseau que je décrirai dans le slide suivant. Alors, pour vous donner une idée de qu'est-ce que je dis, c'est quoi la différence entre de la latence faible et ce que vous avez. Aujourd'hui, sur la technologie 4G, nous avons une latence de l'ordre de 50 millisecondes si on est sur un réseau bien organisé, bien orchestré. La latence que cible la 5G, c'est de l'ordre du milliseconde, ce qui permettrait complètement de transférer des réseaux spécialisés qui existaient jusqu'à maintenant, par exemple sur les réseaux de contrôle de distribution électrique ou les réseaux de contrôle des matériels de train ou des matériels sur rail, d'être transférés sur cette technologie. Et donc, on vise vraiment une division par 50 de la latence. Alors, pour que ça marche. Donc, tout ça va nous permettre toutes les promesses qu'on a là. Et pour que ceci marche, je vais vous décrire en quelques mots l'architecture de base des réseaux de télécommunications et quelle est la différence que vous avez sur la 5G. Alors, les réseaux 4G aujourd'hui ont l'architecture suivante. Vous avez votre téléphone portable qui se connecte à une station de base qui est un bâtiment à proximité de chez vous ou de l'endroit où vous êtes, qui a normalement un ensemble d'antennes sur en haut du bâtiment. Et derrière, vos données que vous allez échanger avec cette station de base vont traverser le réseau de l'opérateur pour arriver à un point d'interconnexion où à partir de ce point d'interconnexion, elles vont accéder à l'Internet. Donc, les données que vous transférez font une grande partie de leur trajet dans un réseau qui appartient à l'opérateur et qui est sous le contrôle de l'opérateur. Personne n'a le droit d'accéder à ce réseau en dehors de l'opérateur. Alors, on peut essayer d'y accéder en hackant le réseau, mais ce n'est pas une autorisation explicite. Le réseau 5G a la différence suivante qu'il permet à des acteurs externes de venir à l'intérieur du réseau de l'opérateur et d'installer leurs équipements ou d'installer leurs logiciels et leurs programmes. C'est-à-dire, sur le réseau 5G, vous allez communiquer avec la station de base et à partir du bas de la station de base, c'est-à-dire au pied de la station de base, vous pouvez rentrer dans le réseau d'un autre opérateur, d'un autre acteur. Et ce réseau-là, ce n'est pas son équipement qui va être utilisé principalement, c'est son logiciel qui va être déployé. Et ceci permet, ce slicing permet en quelque sorte à des acteurs extérieurs, à l'opérateur de télécommunications, d'utiliser le réseau de télécommunications comme un support pour déployer leurs propres services. C'est-à-dire, demain, vous aurez la possibilité éventuellement d'avoir une compagnie de chemin de fer qui va utiliser le réseau de 5G, construire son propre sous-réseau propriétaire, mais à l'intérieur des équipements du réseau de l'opérateur. Alors, pour bien comprendre les choses, ce mouvement, cette tendance, c'est une tendance qui est globale et c'est une tendance qui dure depuis maintenant une trentaine d'années. Pendant très longtemps, les opérateurs de télécommunications vendaient de la téléphonie et ils étaient les seuls à avoir le contrôle de la téléphonie. Et puis petit à petit, ils ont commencé à vendre de la donnée
Et en vendant de la donnée, leur service de téléphonie a commencé à être de plus en plus transparent et les revenus qu'il y avait avec le service de la téléphonie ou les services des opérateurs ont commencé à disparaître. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins la voix et on utilise de plus en plus des applications de parole comme WhatsApp, comme Skype ou autres. On utilise de moins en moins les SMS, on utilise de plus en plus des applications de communication. Donc là, on est à l'étape suivante où l'opérateur, in fine, n'a même plus le contrôle total de son réseau puisqu'il doit ouvrir son réseau à d'autres acteurs. Et c'est là qu'on voit la force principale de la 5G, mais aussi son talon d'Achille. La force principale, c'est qu'en ouvrant le réseau de l'opérateur à de nouveaux acteurs, il construit de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux business models, de nouveaux services. Il permet de réduire les délais, puisque vous ne passez pas par le délai de l'opérateur, vous allez avoir votre propre service qui peut être déployé à l'intérieur du réseau. Mais en même temps, l'élément fondamental, c'est que la 5G casse le business model des opérateurs et est un challenge fondamental aujourd'hui pour le business model des opérateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, on ne sait pas encore quelle sera l'architecture déployée, puisqu'il y a un équilibre très, très subtil entre les fonctionnalités de la 5G et le business model de l'opérateur. Par exemple, aux États-Unis, nous savons que l'approche qui va être suivie sera une approche où les fonctionnalités d'ouverture du réseau seront très, très limitées. Et donc, le réseau 5G, c'est juste un réseau 4G bis. Pourquoi? Parce que la situation de l'industrie des opérateurs de télécommunications en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier est une situation fragile et on n'est pas sûr qu'ils survivraient une ouverture à la concurrence dans leur réseau. Tandis qu'en Asie, par exemple en Corée, on a fait un déploiement complet de la 5G avec toute la partie de partage à l'intérieur du cœur du réseau. Et l'opérateur de 5G en Corée est suffisamment résilient et costaud pour pouvoir tenir cette charge, puisque c'est aussi l'opérateur de télécommunications qui est le principal opérateur de services cloud et de services en Corée. Donc, grosso modo, cette notion de virtualisation permet à un opérateur d'utiliser le même réseau et de déployer un service de téléphonie, mais aussi de déployer un service d'IoT, mais aussi de déployer un service, par exemple, critique. Et tout ça se fait par le biais de la virtualisation, qui a aussi une autre signification, c'est que la virtualisation transforme le réseau d'un réseau strictement matériel en un réseau logiciel, puisque la virtualisation va utiliser du logiciel et on est sur une forme de cloudification de l'infrastructure de télécom. Alors, la cloudification, c'est génial parce que c'est du logiciel et c'est facile à déployer et les CAPEX et les OPEX sont faibles, donc la capitalisation et le prix d'opération est faible. Mais en même temps, le logiciel, c'est sensible, ça peut être hacké, ça peut être changé et le logiciel est plus accessible. Et donc, les problématiques de sécurité de la 5G sont liées aux forces même de la 5G. Donc, le réseau 5G aujourd'hui est vu comme un réseau où on va prendre des composants logiciels qu'on va déployer sur les équipements. Et ces composants logiciels peuvent venir de n'importe où. Ce composant logiciel peut être le composant logiciel de l'opérateur, mais ça peut être le composant logiciel du fournisseur de services. Et donc là, il y a un challenge fondamental de sécurité de ces architectures qui existe. Et ce challenge n'est pas lié au fait qu'il y aurait Huawei ou autre. C'est un challenge lié à l'architecture. Et si on veut avoir de meilleurs services, il va falloir relever ce défi. Alors, l'endroit où
les choses deviennent sensibles, c'est que puisqu'on est sur une architecture logicielle, la possibilité d'un acteur malveillant d'agir sur ce logiciel est plus importante, d'où la sensibilité plus grande que vous avez sur cette architecture-là. Autre élément aussi qui est très très important dans l'architecture 5G, c'est que la 5G est l'aboutissement d'un phénomène d'OIMisation, c'est-à-dire dans la technologie 3G ou dans la technologie 4G, celui qui construisait les composants matériels, qui construisait les composants de télécommunication, était l'entreprise qui offrait aussi le service réseau. Maintenant, le phénomène qui a eu lieu sur vos ordinateurs portables, sur vos téléphones portables, s'est transféré aux opérateurs de télécom. Aujourd'hui, votre ordinateur portable, si vous achetez un ordinateur chez Samsung ou chez Lenovo, ça ne veut pas dire que les composants de votre ordinateur sont construits par Samsung et Lenovo. L'ordinateur est un assemblage hétéroclite de composants qui viennent de différents endroits que le constructeur a assemblé et vous donne un système complet. Les réseaux de télécommunications avec la 5G deviennent de la même façon. Aujourd'hui, un réseau, un composant de télécommunication, une station de base de télécommunication 5G vendue par Huawei contient des composants qui viennent de plus de 42 pays. Et si vous regardez en termes de valeur, la valeur des composants qu'il y a dans un routeur 5G Huawei aujourd'hui, la majeure partie de la valeur de ces composants n'est pas des composants chinois, c'est des composants japonais. Et on voit apparaître ici un problème que je décrirai un petit peu plus en détail dans la suite, qui est le problème de la chaîne logistique. Comment peut-on sécuriser une chaîne logistique avec cette complexité aujourd'hui si vous avez des composants de 42 pays dans un équipement? Alors, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'était la 5G. Maintenant, on va pouvoir rentrer sur la controverse US-Chine et la bataille entre les États-Unis et la Chine autour de la 5G, mais plus généralement. Alors, si on fait un petit historique de la bataille États-Unis-Chine depuis 2018, vous avez eu une première action du côté américain de mettre en place des tarifications douanières qui a augmenté et est arrivé, je dirais, au maximum possible. Très, très rapidement, en l'espace de quelques mois, on est arrivé à une situation où plus de 200 milliards de dollars de produits importés de Chine ont subi une taxation douanière. Et les Chinois, bien sûr, ont réagi avec la différence de la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui est totalement déséquilibrée vis-à-vis de la Chine. Une des caractéristiques de cette bataille, c'est que très, très rapidement, les Américains sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient taxer. Et derrière, ça a été une bataille de résilience et voir l'économie de quel acteur peut tenir. Et il est apparu assez rapidement que l'économie chinoise étant une économie avec un taux une dépendance politique plus faible vis-à-vis de son économie que la politique américaine, était moins sensible à ça, puisque la Chine a pu tenir une taxation de 200 milliards de dollars et les États-Unis ont dû réduire leur taxation à cause des tarifs qui ont été appliqués par la Chine sur un seul produit qui était le soja. Et puisque les producteurs de soja étaient les électeurs principaux de l'administration américaine, on voit que cette bataille États-Unis-Chine sur la tarification douanière
C'est fini sur un match nul puisque personne n'a gagné, mais dans cette bataille, le match nul a bénéficié aux Chinois puisqu'ils ont pu tenir l'attaque qui a été menée par les États-Unis. Alors, un cas qui a une résonance très, très canadienne, c'est le cas de Meng Wei, de la fille du dirigeant de Huawei, qui a été arrêté aux États-Unis, au Canada, je m'excuse, au 1er décembre 2018, et qui est devenu un vaudeville puisque ça fait maintenant 2 ans que cette affaire d'extradition traîne et les Chinois, comme c'était prévisible, ont réagi de façon très forte et ont arrêté un diplomate, un ancien diplomate et un businessman canadien qui sont actuellement en prison en Chine et sont clairement vus comme une monnaie d'échange et comme un moyen de pression du gouvernement chinois sur cette affaire. Ce sera intéressant de rappeler quels ont été les éléments de l'arrestation de cette femme. Ça a été une demande d'extradition des Américains relative au fait que Huawei aurait menti à une banque à Hong Kong sur ses relations d'affaires avec l'Iran. Et donc, on a arrêté cette personne sur le fait qu'il y aurait une infraction qui aurait été commise à Hong Kong vis-à-vis d'un pays, l'Iran, et l'arrestation a eu lieu au Canada. Alors, la controverse entre les Huawei et les États-Unis n'est pas une controverse qui est apparue avec l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est une controverse ancienne. Ça a commencé à partir de 2012 et ça a commencé avec le comité de la Chambre des représentants qui, en octobre 2012, communique en disant que Huawei est un risque, est une menace nationale. Et en mars 2013, les opérateurs américains décident de bloquer Huawei. Mais à ce moment-là, ce n'était pas très important puisque Huawei n'était pas très, très actif. Il a été actif sur la 4G, mais pas très actif. Et c'est à partir de 2018 qu'avec l'arrivée de la 5G, la problématique est vraiment devenue importante, avec une autre affaire aussi qui est apparue, qui était l'affaire ZT. Tout ceci est à mettre en exergue avec la prise de conscience des États-Unis à partir de 2012 de l'émergence du compétiteur chinois qui, jusqu'à 2012, était vu comme un compétiteur qui ne serait pas capable, au niveau technologique, d'arriver à la technologie américaine. Mais la montée en puissance technologique de la Chine a été très, très rapide. Et à partir de 2018, il y a eu des réactions qui ont été effectuées. Et je reviendrai après, si vous voulez, dans les questions, mais par exemple, sur les questions, sur un des éléments de la controverse Huawei, où on a interdit l'utilisation de puces américaines à Huawei ou à ZTE, au final, cette affaire s'est retournée contre les Américains puisqu'elle a poussé les Chinois à accélérer de façon très forte leur développement de technologies et d'outils technologiques pour construire des puces nationales, mouvement qu'ils avaient déjà commencé depuis 2010 et ça a été fortifié par cette affaire. Alors, quels sont les arguments politiques qui sont poussés pour cette bataille vis-à-vis de Huawei? 4 arguments principaux sont donnés. Le premier argument, c'est que les équipements de la 5G posent des risques sévères de cybersécurité.
Le deuxième argument, c'est que Huawei volerait de la propriété intellectuelle aux États-Unis. Et pour ça, on se base sur deux cas. Le cas, la controverse, le cas qui est allé au tribunal avec Cisco, mais qui a été, Huawei aurait volé l'interface et un certain nombre de codes de Cisco, mais ce cas-là a été arrangé en 2004 avec un accord amiable entre les partenaires. Et le deuxième cas de figure est le vol du robot tapis de Motorola, qui est, pour le détail, le robot tapis, c'est un robot qui à la place que ce soit un humain qui appuie sur un écran pour vérifier si un téléphone était compatible avec certaines applications, on utilise un robot. Et la totalité du montant de du brevet et de la requête de Motorola ne dépasse pas les 80 millions de dollars sur le cas tapis. Troisième argument qui est utilisé, Huawei recevrait des subsides gouvernementaux, ce qui est un argument extrêmement bizarre de la part des Américains et des Européens. 23 milliards de dollars de subsides à Boeing et 19 milliards de subsides à Airbus. S'il y a des subsides qui sont payés à Huawei, ils sont loin de s'approcher de ces montants-là. Dernier argument, Huawei serait inséparable du gouvernement chinois et serait un outil aux mains du gouvernement chinois. Et là aussi, on est sur un argument assez bizarre, puisque toutes les entreprises d'un État sont des outils de son État si l'État sait bien les utiliser. Et cette approche de recruter des militaires dans des entreprises de technologie est quelque chose qui est très largement partagé. Aux États-Unis, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Sprint, et Sprint avait cet accord avec la marine américaine, c'est-à-dire les pilotes d'aéroporter de la marine, et recruter toutes les personnes de son management, d'anciens pilotes de ça. Et puis, c'est clair que les militaires étant les gens les mieux formés sur ces questions de télécommunication et sur les questions de cybersécurité, derrière, quand ils ont fini leur période dans l'armée, ils sont attirés par des entreprises qui les achètent à prix d'or. Donc ça, ce sont les arguments annoncés. Mais le véritable argument, comme on va le voir, c'est un débat et une controverse autour de problèmes géopolitiques, et on reviendra sur ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait au niveau de la sécurité? Au niveau de la sécurité, il y a deux grands rapports qui existent sur la sécurité des équipements Huawei en sécurité. Il y a le rapport du CISA, donc l'organisme du gouvernement américain en charge de la cybersécurité américaine, qui définit 4 problèmes de sécurité avec la 5G. Le premier problème est un problème relatif au déploiement de la 5G, et qui est lié au fait que la 5G est un environnement virtualisé, donc il peut avoir accès à des informations beaucoup plus importantes et un spectre beaucoup plus important. Et donc, le déploiement de la 5G à l'intérieur des États-Unis va poser un problème de sécurité nationale, puisqu'on aura des équipements chinois partout aux États-Unis. Et donc, si ces équipements sont hackés, ça veut dire qu'ils pourront accéder à tous les coins et recoins des États-Unis. Le deuxième problème, c'est les problèmes de sécurité réseau. Les réseaux de télécommunications et les équipements de télécommunications et les équipements informatiques dans leur généralité sont des équipements qui peuvent être hackés, qui peuvent être attaqués. La 5G, de par l'utilisation de la virtualisation comme technologie de base, est plus sensible que d'autres réseaux de télécommunications à ces problèmes. Donc, l'utilisation de Huawei et donc la mise en place potentielle de backdoor ou de vulnérabilité par le constructeur pourrait permettre de s'appuyer sur ces vulnérabilités et d'attaquer le réseau. Troisième élément de risque, c'est que si Huawei accède totalement au marché américain, il va prendre une position hégémonique,
puisque c'est le principal acteur aujourd'hui sur la 5G. Et les États-Unis doivent ralentir la vitesse d'arrivée de la 5G de façon à ce qu'il y ait un marché et une compétition suffisante avec des acteurs américains pour la 5G. Aujourd'hui, les acteurs américains sont autour de 5 ou 6 ans en retard par rapport à d'autres acteurs sur le déploiement de la 5G. Donc, il faut réduire la vitesse de 5 ou 6 ans pour s'assurer qu'on aura suffisamment d'acteurs pour avoir de la compétition avec des acteurs locaux. Dernier élément, la supply chain. Les réseaux 5G sont des équipements complexes. On ne peut pas contrôler facilement la supply chain. Et d'ailleurs, non seulement on ne peut pas la contrôler, mais la supply chain a été très fréquemment utilisée comme vecteur d'attaque. Donc, l'utilisation d'équipements Huawei qui viendront de Chine pose des challenges en termes de chaîne logistique. Alors, Huawei a eu un accord en 2017 avec le gouvernement anglais où ils ont décidé de mettre en place un centre de recherche commun entre le gouvernement anglais, qui ne se cache pas que c'est le GHQ qui s'occupe de ce centre, et les Chinois, et les Chinois de Huawei. Et Huawei aurait donné l'ensemble de ces codes sources et de l'accès à la totalité de ces éléments à ce centre. Ce centre publie régulièrement, une fois par an, un rapport de suivi de l'état des lieux de la cybersécurité Huawei. Et ce rapport est le principal élément que nous avons aujourd'hui, objectif d'analyse de sécurité de Huawei. Qu'est-ce que dit le rapport? Le rapport du 28 mars 2019 dit qu'on a trouvé des problèmes significatifs et importants dans l'approche de développement logiciel qui apporte des risques significatifs pour les opérateurs. Mais l'approche de développement logiciel de ces systèmes complexes, tous les constructeurs ont des problèmes très, très importants de développement logiciel. Et la sécurisation de ce développement logiciel est un challenge pour tout le monde. Ça nécessite de changer complètement les modèles d'affaires et les modèles de prix des équipements pour qu'on réussisse à changer ça. Et donc ça, ce n'est pas un problème spécifique à Huawei, c'est un problème générique. Et le Oversight Board, quand on lui pose la question « Pouvez-vous garantir que les équipements Huawei ne seront pas nocifs ?» Le Oversight Board répond que nous ne pouvons que donner une garantie limitée. Mais on ne pose pas la question, est-ce que cette garantie totale, vous pourriez la donner à d'autres équipements? Bien sûr, si on posait la question sur d'autres équipements, eux aussi auraient une garantie limitée. Alors, les éléments qu'on est en train de parler au niveau de Huawei ont vraiment un sens, d'autant plus que les scénarios d'attaque qu'on a décrits sur Huawei ne sont pas de la science-fiction. Nous avons des smoking gun cases, des cas de pistolets fumants, d'utilisation d'équipements de télécommunications comme moyen d'attaque d'autres pays. Alors, on a un hit parade. Donc, la liste des pays que j'ai mis ici sont dans le hit parade. Le pays qui a le plus de cas documentés prouvés, c'est les États-Unis. Alors, ça remonte aux années 60 avec les puces de fax qui avaient une commande secrète qui permettait de récupérer le dernier fax qui avait été envoyé. La CIA l'avait utilisé pour récupérer les derniers fax qui avaient été envoyés au commandement militaire russe qui utilisait des fax avec des puces américaines. Cisco, Juniper, Qualcomm ont tous eu des cas de figure documentés d'implémentation de backdoor qui ont même pu être remontés directement à la NSA. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur le cas américain. Le deuxième pays le plus fréquemment cité, c'est Israël, avec toute une série de cas de figure, même avec la caractéristique que les Israéliens mettent des backdoors dans des équipements de sécurité, par exemple dans des firewalls, et on a toute une documentation abondante sur ce sujet. La Suisse, pays neutre par excellence
a une documentation extrêmement qui vaut son pesant d'arsenic, puisque nous savons que CryptoAG et OmniSec, OmniSec c'est sorti il y a 2 semaines, CryptoAG depuis une dizaine d'années, des entreprises suisses ayant pignon sur rue qui ont été complètement phagocytées par les services américains et qui ont vendu des équipements de sécurité avec des backdoors à différents pays. D'ailleurs, le business model de CryptoAG était très, très intéressant puisqu'il vendait un appareil à un pays. Il vendait au même montant le backdoor au gouvernement allemand et il vendait au même tarif le backdoor au gouvernement américain. Donc, un équipement était vendu 3 fois. Les Anglais n'ont pas de reste. La principale attaque de grande ampleur que nous avons sur des institutions européennes a été menée par le gouvernement anglais vis-à-vis de la Commission européenne, où le gouvernement anglais, le GHCQ, a hacké l'opérateur de télécommunications belge, Belganet, et a accédé comme ça aux communications de la Commission européenne. Et c'était avant le Brexit. La France a un cas assez intéressant, a plusieurs cas, mais il y a un cas qui est assez intéressant. Durant la première guerre du Golfe, puisque durant la première guerre du Golfe, Alcatel, qui avait vendu les équipements de télécommunications à l'Irak, avait implémenté une backdoor qui a été utilisée durant la première guerre du Golfe. Et en Chine, nous avons qu'un seul cas documenté d'implémentation de backdoor qu'on peut remonter au gouvernement, qui est le cas de l'Union africaine, qui est la Chine a construit à Addis Ababa un bâtiment pour l'Union africaine et a donné à l'Union africaine des équipements de télécommunications. Et ce réseau est opérationnel pendant plusieurs années. Et à partir d'un moment, il y a eu une réduction de budget au niveau de l'Union africaine et ils ont dû se séparer de leurs experts de télécommunications, de leurs experts de sécurité américains. Et ils ont recruté des experts sénégalais qui ont eu le réflexe de commencer par mettre en place des mesures dans leur réseau. Et ils sont aperçus que tous les soirs à 2 heures du matin, il y a un gros volume de trafic qui est envoyé à Shanghai. Et donc, tous les équipements de télécommunications de l'Union africaine étaient buggés et récupéraient toutes les communications des couloirs, toutes les vidéos étaient envoyées à Shanghai. Alors, on a pu remonter la trace et il y a une analyse complète qui a été faite et il est clair que les équipements, les backdoors qui ont été installés n'ont pas été installés par le constructeur, mais ont été installés dans la chaîne logistique. Alors, ça ne veut pas dire que le constructeur n'a pas donné d'informations, mais ça a été fait dans la chaîne logistique. Alors, ces cas-là sont des cas que je décris qui sont d'installation en connaissance de cause par le gouvernement d'équipements et de backdoor dans les équipements. Je ne parle pas des cas de hacking. Les cas de hacking sont une catégorie totalement différente. Alors, maintenant, on peut rentrer un petit peu dans le fin fond de la controverse. Et bien sûr, le fin fond de la controverse aujourd'hui en termes géopolitiques, c'est les fameuses nouvelles routes de la soie que je vous montre ici, qui, eux, sont vraiment les points aujourd'hui de controverse très importants. Comme vous le savez, ce projet des nouvelles routes de la soie se donne pour objectif la construction d'infrastructures de transport, donc de chemin de fer, suivant 4 voies. Donc une voie du nord, une voie centrale. Donc la voie centrale a 2 parties, une voie centrale du nord, centre-nord et une voie centrale sud, et une voie du sud qui serait mise en place. Et ces voies-là vont, en plus des réseaux de chemin de fer, vont contenir aussi des équipements de télécommunications, en particulier des équipements de fibre optique. Et l'objectif annoncé par la Chine de ces équipements de fibre optique, c'est pour pouvoir garder le contrôle de cette ligne de chemin de fer, c'est-à-dire la totalité de la ligne de chemin de fer de cette nouvelle route de la soie sera contrôlée par un centre opérationnel qui sera basé à Pékin. Et donc, toutes les informations
opérationnels de ce système doivent être rapatriés à Pékin, d'où le besoin de déployer des fibres. Mais ce qui est très, très intéressant dans ce chemin, et je vais un petit peu faire de la géopolitique fiction, si vous regardez sur ces différents chemins, il y en a deux qui passent fortement, qui sont dépendants de la Russie de façon très forte. Et vous n'êtes pas sans savoir que le principal compétiteur stratégique de la Chine sur son flanc ouest, c'est la Russie. Et donc, il est clair que dans les années à venir, les relations entre la Chine et la Russie risquent de tourner au vinaigre. Et donc, sur ces différents trajets, le trajet du Sud, qui actuellement passerait par l'Ouzbékistan, l'Iran et la Turquie, est un trajet qui est extrêmement important et qui, de mon point de vue, n'a pas encore été suffisamment pris en compte. Un autre trajet intéressant est un trajet qui passerait par la Caspienne, par Bakou, et récupérerait la Turquie par le couloir que vient de récupérer l'Azerbaïdjan sur la nouvelle guerre du Karabakh. Et donc, vous voyez que les problématiques géopolitiques des nouvelles routes de la soie sont des problématiques actuelles aujourd'hui qu'on voit dans les nouvelles apparaître. Le passage aussi par l'Iran est quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre. En plus de ça, Huawei est un acteur stratégique avec un comportement qui peut poser question, puisque Huawei a fortement investi en Afrique et a déployé autour de 200 000 km de fibre optique et commence à avoir le principal réseau de télécommunications qui traverse la totalité du continent africain. Les réseaux de télécommunications, les infrastructures en Afrique avaient la caractéristique qu'elles étaient d'État à État. Vous n'aviez pas d'infrastructure qui traversait la frontière d'un État. Vous avez parfois des autoroutes qui arrivent à un point, à une frontière, et l'autoroute dans le pays d'à côté est 10 km plus loin, sur un autre poste frontière. Et donc, les Chinois, quand ils ont investi de façon très forte en Afrique, ce qui est le cas, ont aussi mis comme condition qu'ils investiraient à condition que leurs infrastructures soient interconnectables. Et c'est le cas aujourd'hui pour les infrastructures de train qui sont en train de construire et les infrastructures de fibre optique. Donc, on peut voir apparaître ici le début d'une connexion sud-nord, d'un câble sud-nord et d'un câble est-ouest qui est déjà opérationnel. Et ça, c'est aussi, si je parle en anglais, un game changer au niveau de la géopolitique des câbles, au niveau du continent africain. Alors, à côté de ça, il y a les controverses relatives aux GAFAM et aux BATX. Les acteurs chinois sont en croissance très forte et commence à devenir, à se rapprocher en termes de capitalisation boursière des acteurs américains. Donc, s'il y a des questions durant la séance des questions, je reviendrai là-dessus. Et le cas que j'aimerais un petit peu développer, c'est le cas curieux de TikTok. Donc, vous avez entendu parler cet été. Et donc, les États-Unis ont fait un ordre exécutif du président américain qui vise à répondre aux problèmes de sécurité posés par TikTok. Ce qui est extrêmement intéressant dans la controverse autour de TikTok, c'est que si vous regardez l'argumentaire développé par les États-Unis aujourd'hui autour de TikTok, c'est mot à mot précisément l'argumentaire déployé par la Chine depuis 15 ans pour garder son marché des applications et protéger son marché des applications. Si aujourd'hui la Chine a la grande muraille de Chine, le grand pare-feu de Chine, l'argumentaire de ce pare-feu, c'est exactement l'argumentaire qui est aujourd'hui déployé dans cet executive order. Et on observe
une cynisation du discours américain, mais de façon plus large, une cynisation du discours occidental vis-à-vis de la souveraineté nationale et de la souveraineté réseau. Et ça, c'est une dimension extrêmement gênante et extrêmement importante. Il est clair que les entreprises américaines, après l'événement TikTok, et le gouvernement américain ne pourra pas avoir le même positionnement dans les négociations et dans les discussions qui vont exister dans les années à venir sur les questions de fiscalité des applications, mais aussi sur les questions de souveraineté numérique des États. Alors, tout ceci ouvre une question beaucoup plus large, dont je n'aurai pas le temps de traiter ici, mais qui est une problématique de recherche que je mène actuellement, qui est de se dire comment peut-on avoir une réflexion stratégique sur les infrastructures à grande échelle et sortir de cette situation où on a été pendant trop longtemps, où on a vu les infrastructures de télécommunications et les infrastructures Internet comme des éléments qui relevaient de l'économie et qui ne relevaient pas des éléments stratégiques des États. Alors, on voit un début de mouvement là-dessus. Par exemple, en Europe, la directive Nice oblige les opérateurs de télécommunications à avoir un certain nombre de précautions et à avoir une relation privilégiée avec les États. Et donc, commence à voir ces équipements-là comme des éléments stratégiques. Autre élément, puisque ces infrastructures sont stratégiques, il faut que les États aient la possibilité de valider et d'évaluer et de surveiller ce qui se passe sur ces réseaux au niveau cybersécurité. Ça veut dire que les États doivent avoir les éléments et les composants en termes de personnel, en termes de formation, en termes budgétaires, pour mettre en place cette force de validation et de monitoring. Pour vous donner un exemple, tous les États au monde ont aujourd'hui une administration assez large qui s'occupe de la sécurité alimentaire. La sécurité des infrastructures critiques n'est pas moins importante que la sécurité alimentaire. Et ça pose des challenges fondamentaux parce que on évalue par exemple aujourd'hui le manque en France de spécialistes de cybersécurité à quelque chose autour de 50 000 et une capacité de production d'autour de 4 ou 5 000. Et le seul moyen qu'auront les États de récupérer, de former suffisamment de gens dans ces thématiques-là, c'est l'immigration. Et là, ça pose vraiment des questions intéressantes. Récemment, j'étais en Australie, donc avant le confinement, et on discutait avec les Australiens qui s'étaient aperçus que plus de 85% des personnes qu'ils formaient en cybersécurité étaient d'origine chinoise. Si vous faites l'analyse sur la plupart des autres pays, vous aurez des statistiques qui seront semblables. Autre question, l'existence d'entreprises du numérique, l'existence de constructeurs d'équipements de télécommunications, de constructeurs électronistes devient quelque chose de stratégique. Et l'interdiction de vente d'équipements américains à Huawei a mis ça vraiment en exergue et a obligé le gouvernement chinois à mettre un investissement massif sur ça. Et il faut bien se dire aussi que la construction du Huawei et l'émergence de Huawei est aussi le résultat d'une réflexion stratégique de la Chine qui, il y a 10 ans de ça, a décidé de construire un géant mondial à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, c'est une réflexion stratégique qui a abouti à ça. Et donc, ceci signifie que dans la stratégie de nos États, il va falloir qu'on réfléchisse à l'importance de l'autosuffisance, aussi bien en termes de recherche et en termes de capacité de développement sur les questions de l'intelligence artificielle, mais aussi de la cybersécurité et aussi de l'informatique, mais aussi sur l'existence d'acteurs à même de donner les ressources nécessaires au pays. De même, les infrastructures de calcul et les infrastructures de cloud sont des infrastructures critiques.
Le Cloud Act américain, aujourd'hui, est un énorme pavé dans la mare qui est en train de générer des vagues et qui va en générer beaucoup plus. La question de la souveraineté des applications se pose. Mais il y a une question que j'aimerais un petit peu aussi souligner, c'est que les risques et la représentation des risques aussi changent. Et aujourd'hui, quand on fait une réflexion stratégique, les États utilisent les fake news, les manipulations politiques comme outils de narrative politique et outils de changement de représentation de la menace. Et en particulier, la sinisation des représentations occidentales est une question intéressante et importante à suivre. Ceci finit ma présentation. Je suis disponible pour les questions. Je pense que j'ai dépassé de quelques minutes, mais on est à peu près dans les clous. Merci beaucoup, professeur Sarmatian, pour cette présentation fort éclairante, fort complète aussi.